BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Yves Lux, qui est député bruxellois, également député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour Écolo. Bonjour Pierre-Yves Lux, merci d'être avec nous. On a décidé pour cette dernière semaine de l'année de mettre le focus sur 4 nouveaux députés bruxellois, en choisissant des gens qu'on n'avait pas encore entendus sur notre antenne. Vous êtes le premier à ouvrir le bal, il y en aura donc d'autres dans le courant de la semaine. Merci d'être avec nous. Petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas. Si je dis que vous êtes bio-ingénieur de formation, que vous avez 34 ans, que vous avez travaillé d'abord comme animateur, coordinateur dans une maison de jeunes et que vous êtes entré au Parlement bruxellois comme suppléant de Barbara Track, j'ai fait un bon résumé? Bonjour Monsieur Grosfilet, et vous êtes bien renseigné. À une exception près, j'ai 35 ans depuis quelques semaines maintenant, mais sinon tout le reste est parfaitement correct. Oui, Bonjour et merci pour votre invitation. Comment est-ce que vous êtes venu à la politique? Écoutez, je suis venu un peu par hasard. Je me suis engagé d'abord dans le secteur de la jeunesse, comme vous avez pu le dire, dans le cadre de ma première fonction au sein d'une maison de jeunes. Le Conseil de la jeunesse de Communauté française devait se renouveler et j'y ai représenté en réalité ma fédération, la FCJMP. Et donc, je suis rentré dans le Conseil de la jeunesse pour un mandat de 2 ans, mandat qui m'a permis en réalité de faire connaissance avec toute une série de personnes, de découvrir à la fois des aspects particulièrement positifs du Conseil de la jeunesse de l'époque, et puis à la fois aussi la politisation du Conseil de la jeunesse, et puis en fait l'envie néanmoins de poursuivre mon engagement militant et associatif par un engagement politique. Et donc assez vite et de manière assez logique en réalité, je me suis tourné vers Écolo et j'ai commencé à prendre des contacts et je me suis investi au niveau local d'abord. Et puis de fil en aiguille, j'ai été candidat à une série d'échéances électorales jusqu'à ces élections de 2009 où effectivement par voie de suppléance, j'ai remplacé mon amie Barbara Track qui devenait secrétaire d'État. Et donc j'ai eu l'occasion et le grand honneur en réalité de rentrer dans les parlements que vous avez cités. Oui, et donc vous êtes anderlechtois, si je ne me trompe pas. Hein. Je suis anderlechtois, tout Ouais. à fait, d'adoption. Alors, vous êtes membre des commissions développement territorial, logement et affaires intérieures au Parlement bruxellois. Est-ce que vous pouvez nous donner un premier bilan, donc 18 mois après l'installation du Parlement? C'est un monde qui vous surprend? C'est un monde qui fonctionne bien? C'est un monde qui vous intéresse? Alors, je suis effectif en commission logement, suppléant dans les 2 autres commissions, et en tout cas chez Écolo, on se répartit les dossiers, donc c'est au niveau du Parlement bruxellois, surtout sur les questions de logement que je travaille, et en particulier sur le logement public. Alors sur le monde politique, à la fois une série d'éléments auxquels je fais face étaient attendus, hein, l'importance du rôle parlementaire dans le travail de questionnement, de contrôle démocratique du travail du gouvernement, y compris quand on est parlementaire de la majorité. Et puis une série de choses auxquelles je ne m'attendais pas, ou en tout cas pas telles qu'elles se sont présentées. Cette particularité en réalité d'être parlementaire de la majorité, avec une marge de manœuvre qui est un petit peu différente, mais en même temps avec une possibilité de discuter et de négocier avec les partenaires de majorité pour s'assurer de la mise en œuvre de l'accord de majorité. Un monde qui est très exigeant, très prenant pour les députés, pour l'ensemble en réalité des personnes qui gravitent autour du monde parlementaire. À titre d'exemple, on sait quand les travaux parlementaires commencent, on ne sait jamais quand ils terminent. Ils peuvent terminer assez tard en soirée, et c'est des éléments qui sont pas toujours évidents à gérer en termes de conciliation vie privée, vie professionnelle. Et ça, effectivement, c'est à la fois quelque chose à laquelle je m'attendais, et à la fois une découverte. Et puis, sans doute, et c'est l'aspect le moins positif, c'est la dureté du monde politique, à la fois entre parlementaires, avec des propos dans le cadre des débats qui sont parfois durs, mais aussi vis-à-vis des citoyens, avec des critiques, mais ça, on le sait, quand on fait de la politique, on sait aussi qu'on devient un personnage public, et donc qu'on est sujet aux critiques sur les projets qui sont les siens et celui de son groupe ou de la majorité à laquelle on appartient, mais des propos qui sont parfois très très durs, et j'ai toute une série de collègues qui sont régulièrement attaqués. Oui, je trouve que c'est tout à fait choquant de voir que certaines personnes passent leur temps à attaquer, à injurier les femmes et les hommes politiques. Alors,
Forcément, hein, on est exposé, mais il y a des modes de fonctionnement qui dépassent largement ce que j'estime être Ouais. entendable. Est-ce que le Covid-19, l'arrivée de ce coronavirus qui a perturbé les travaux du Parlement régional, parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui doivent se faire à distance, ça a aussi perturbé l'agenda et ça a pris tout l'espace médiatique ou presque. Est-ce que ça a beaucoup changé de choses dans le déroulé que vous aviez prévu, notamment du travail de commission que vous suivez ? Ah ben ça a totalement chamboulé le travail parlementaire et pas que d'ailleurs. C'est pas à vous que j'apprendrai que les conséquences ont été énormes sur Ouais. l'ensemble des citoyens, sur l'ensemble des institutions. Alors au niveau parlementaire, plus concrètement, oui, effectivement, ça a, en tout cas pendant la première vague, fortement chamboulé nos modes de fonctionnement puisque les réunions en téléconférence n'étaient pas prévues, le travail parlementaire devait se poursuivre mais sans trop savoir comment on allait faire. On est passé par les pouvoirs spéciaux qui est un acte qui est loin d'être anodin hein, d'un point de vue Ouais. démocratique et sur lequel on a dû effectivement avancer et se positionner. Ça veut dire que vous avez Et renoncé à votre capacité à contrôler au jour le jour le gouvernement bruxellois. Il y a un contrôle a posteriori. disons que la validation se fait a posteriori. Après, pendant les premières semaines, ça a peut-être été plus compliqué, mais honnêtement, le travail de contrôle et de collaboration avec le gouvernement ne s'est jamais Ouais. arrêté. Et ça, je trouve que c'est vraiment à souligner, tant de la part du gouvernement de la région bruxelloise que du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a eu une continuité des travaux de commission et les débats Ouais. ont été extrêmement vivants pendant toute la durée de la crise. Pierre-Yves Maintenant, le Luc, rôle des parlementaires... je voudrais vous interroger justement là-dessus. Vous êtes membre de la commission logement, donc on sait qu'il y avait un grand projet pour la législature, c'est d'augmenter le nombre de logements, notamment le nombre de logements sociaux. On est face à un problème d'urgence. Est-ce qu'on a fait suffisamment en termes de logements d'urgence pour ceux qui sont peut-être sans abri ou ceux qui devaient changer de domicile et qui, face au Covid-19, se sont retrouvés dans des situations dramatiques? Vous avez pu jouer là-dessus, par exemple, en tant que parlementaire? Alors, le rôle du parlementaire pendant la crise sanitaire qu'on a connue, alors je ne sais pas s'il a changé parce que je n'avais pas beaucoup d'expérience auparavant, mais en tout cas, c'est fortement joué effectivement en dehors des parlements en lien avec la société civile et l'ensemble des acteurs experts de leur réalité. Alors, en ce qui concerne le logement, évidemment, deux aspects très, très forts ont été mis en avant. Le premier, c'est la situation des personnes sans abri qui est déjà particulièrement compliquée en temps normal. Ici, la crise sanitaire, le confinement a été à l'origine de difficultés inimaginables pour ce public. Et donc, toute une série de mesures ont pu être prises, notamment le relogement de ces personnes dans des hôtels et leur accompagnement. Et ça, ce sont effectivement des mesures qui ont pu être prises par le gouvernement et discutées entre parlementaires. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la difficulté que peuvent rencontrer les locataires qui ont perdu leur emploi ou qui ont été mis au chômage Corona, comme on a pu l'appeler, qui ont pu être en difficulté pour payer leur loyer. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a eu une mobilisation forte de la société civile qui s'est transmise dans les sphères politiques et notamment au Parlement pour s'assurer effectivement que cette crise sanitaire ne soit pas à l'origine d'un défaut de paiement qui lui-même est à l'origine d'une expulsion de Ouais. la part des locataires et qui viendrait dès lors remplir ou en tout cas alimenter le rang des personnes sans abri. Et donc effectivement, très très vite, avec ma collègue Zoé Genot notamment, on a milité pour qu'il puisse y avoir un moratoire sur les expulsions. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a par ailleurs été reconduit récemment. Une dernière question sur le Parlement régional bruxellois, puis après je voudrais qu'on parle de celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles où vous siégez également. C'est une question d'actualité. Quand vous voyez beaucoup de débats et de réticences autour de la taxe au kilomètre, donc ce fameux projet Smart Move, vous vous dites c'est compliqué de travailler dans la majorité ou vous vous dites bon, c'est sûr on va finir par y arriver, ce sont que des crispations temporaires? Alors je me dis les deux. Je me dis que c'est compliqué de travailler dans la majorité, effectivement, même si je pense qu'il faut quand même souligner la cohérence, en tout cas du gouvernement, de porter Ouais. collégialement ce On projet a qui, entendu contrairement à ce que certains de vos certains peuvent... on a entendu certains de vos collègues parlementaires du groupe socialiste et puis le président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste émettre plus que des doutes sur ce projet. S'il n'aboutit pas, ce serait une entorse à l'accord de gouvernement?
Alors, je pense en tout cas que s'il n'aboutit pas parce qu'il n'est pas soutenu par la majorité, il y a une entorse à l'accord de gouvernement qui est fait et ça serait effectivement particulièrement dommageable. Maintenant, la polyphonie est quelque chose qui existe, qui est utilisé par le Parti socialiste. Je peux comprendre qu'il y a une série d'éléments qui questionnent dans la proposition qui est faite et qui est d'ailleurs amenée à évoluer. Il y a également des éléments qui sont encore sujets à discussion avec les autres régions d'une part, mais aussi en interne à la région bruxelloise et qui doivent pouvoir être prises en compte. Néanmoins, je pense qu'il faut pouvoir conserver une unité autour de ce projet qui est particulièrement important, notamment pour les Bruxellois, mais pas que. Ce ne sont pas que les Bruxellois qui souffrent dans l'engorgement des rues et des voiries de Bruxelles. Alors, vous faites partie des députés bruxellois qui siégeaient également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on discute des grandes questions, notamment de culture, d'éducation, par exemple. Le statut des artistes, ça avance, et est-ce qu'on a suffisamment protégé les artistes pendant la crise ? Alors, les artistes étaient tellement peu protégés déjà avant la crise que dire qu'on a assez protégé les artistes, ça serait, je crois, une erreur. Là où, par contre, la crise s'est montrée être un révélateur, c'est qu'elle a permis de mettre en lumière le fait qu'effectivement, le monde artistique et culturel, de manière large, était largement sous-estimé, largement oublié dans la manière dont il pouvait être soutenu par les pouvoirs publics et qu'une série de mobilisations ont pu avoir lieu dans tous les niveaux de pouvoir. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant. Du niveau local avec le soutien de toute une série d'acteurs, d'actrices, de créatrices, de créateurs au niveau local, mais aussi au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, avec toute une série de démarches au niveau fédéral, ça a permis de donner lieu à une protection spécifique pour celles et ceux qui n'en disposaient pas. Malheureusement, celles et ceux qui étaient en dehors, notamment du statut d'artiste. Et puis, ça a permis quand même de mettre en lumière cet enjeu-là et de le placer au cœur de l'accord de majorité fédéral. Et pas plus tard qu'hier, je crois, ma collègue Marie-Colline Leroy, au niveau fédéral et présidente de la Commission Affaires sociales, s'est engagée, comme elle l'avait déjà fait, à travailler dès la rentrée avec les secteurs à la construction d'un nouveau statut social qui soit plus cohérent, qui soit plus protecteur pour celles et ceux qui font l'art et la culture au quotidien et qui sont tellement importants pour une toute dernière question, et je vous demande de répondre rapidement parce qu'on est déjà en retard, Pierre-Yves Lux. La Fédération Wallonie-Bruxelles, où vous siégez donc au Parlement, elle a encore un avenir ou on pourrait s'en passer ? Je suis convaincu qu'elle a encore un avenir et elle a en tout cas des compétences qui sont indispensables pour les citoyens qui en bénéficient. Je pense évidemment à l'enseignement, je pense à la culture. On ne peut pas les transférer vers les régions ? Je n'ai pas de religion en la matière à ce stade-ci. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces compétences doivent être renforcées, ne doivent pas être déforcées, au contraire. Pierre-Yves Lux, merci. Je rappelle que vous êtes député écolo donc au Parlement bruxellois et au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et que c'est votre premier mandat, comme tous les parlementaires qu'on interrogera cette semaine.